Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Antoine Delaporte, bonjour. Nous nous retrouvons pour nos entretiens réguliers sur la situation politique en Espagne et riche pour cette séquence, car nous allons un peu voyager en Espagne, en Catalogne, en Andalousie, à Madrid et évidemment sur l'ensemble du pays. Antoine, la première question sera celle liée à ce qu'on appelle l'affaire Pegasus et t'interroger sur les conséquences sur la scène politique nationale et en Catalogne de cette affaire Pegasus qui concerne un scandale d'espionnage des principaux dirigeants du mouvement indépendantiste via le désormais et tristement célèbre logiciel d'écoute israélien. Peux-tu nous en parler, Antoine ? Bonjour Alexandre. Oui, effectivement, il y a eu à partir du mois d'avril un scandale qui a commencé à poindre une soixantaine de personnes, soit dirigeants, soit proches du mouvement indépendantiste, ont déclaré que, à la suite d'une étude indépendante de leur téléphone portable, le logiciel Pegasus, enfin des traces du logiciel Pegasus y avaient été retrouvées. Donc, ils ont accusé quasiment l'État espagnol de les avoir espionnés, ce qui a généré effectivement un scandale dans la mesure où plusieurs des personnes espionnées étaient, lorsqu'elles l'ont été, ou sont désormais des cadres institutionnels en Catalogne. Notamment, on peut penser à l'ancien président de la Generalitat, Quim Torra, ou le président actuel, Pere Aragonès. Il se trouve que le gouvernement espagnol a dû reconnaître qu'effectivement, une partie du mouvement indépendantiste a bien été mis sur écoute. La ministre de la Défense, Margarita Robles, qui a sous sa tutelle les services secrets, le CNI, le Centre national du renseignement, a reconnu que, notamment au moment du référendum d'indépendance de 2017 et lors des mouvements populaires opposés à la condamnation des dirigeants indépendantistes en 2019, le CNI avait effectivement espionné une partie des dirigeants indépendantistes au nom d'une de ses missions qui est celle de garantir l'intégrité territoriale et l'ordre public en Espagne. Ce qu'il s'est passé, c'est que un peu plus tard, alors que ce scandale se déroulait, le gouvernement espagnol, le ministre de la Présidence, Félix Bolaños, a annoncé que le portable de Pedro Sánchez et celui de la ministre Margarita Robles avaient également été espionnés par le logiciel Pegasus. Et ensuite, on a appris notamment, par exemple, le portable du ministre de l'Intérieur également, Fernando... j'ai oublié son nom, Grande Marlaska, j'ai oublié son prénom, c'est pas dramatique, avait été également espionné. Alors, l'espionnage des dirigeants indépendantistes par Pegasus, en fait, n'a pas vraiment été reconnu au sens strict par les services secrets. Il faut savoir qu'il y a au Parlement espagnol une commission, la commission du renseignement. Son nom officiel, c'est la commission des secrets, des dépenses et des fonds secrets, la commission des fonds secrets. Et donc, cette commission qui se réunit à huis clos a auditionné la désormais ex-directrice des services de renseignement, puisqu'elle a été depuis limogée par le gouvernement, et elle a reconnu des écoutes, mais les écoutes des services secrets se font sur mandat judiciaire. Il y a un juge qui l'autorise et qui doit renouveler régulièrement son autorisation, mais il n'a pas été précisé si ces écoutes avaient été faites avec le logiciel Pegasus ou non. Et en tous les cas, le gouvernement n'a reconnu qu'une vingtaine de personnes espionnées sur les 60 qui ont dénoncé un espionnage. Dans les 60, on trouve des dirigeants indépendantistes, mais comme je le disais, des proches, c'est-à-dire des conjoints ou des conjointes, ou même des amis ou des collaborateurs, mais pas des gens stricto sensu engagés dans ce mouvement. L'espionnage par Pegasus du gouvernement espagnol, il n'y a aucune déclaration formelle qui ne le dit, aucune déclaration officielle, mais il semblerait que cet espionnage puisse provenir des services secrets marocains. Un article du Monde, il y a quelques mois maintenant, avait déjà montré que les services marocains avaient tenté d'espionner une partie des personnalités françaises. Et notamment, on se rend compte que les infections par Pegasus du portable de Pedro Sánchez ou de Fernando Grande Marlaska, le ministre de l'Intérieur, ont bien eu lieu au moment de la crise très forte entre les deux États, liée, on en avait parlé, à l'accueil du secrétaire général du Front Polisario par le gouvernement espagnol. Donc, la principale conséquence, elle est évidemment nationale, puisque Pedro Sánchez
gouverne avec le soutien de la gauche républicaine de Catalogne, le principal parti catalan indépendantiste. Et quelques jours seulement après la révélation de cet espionnage, arrivait au Congrès la ratification du décret-loi contenant toutes les mesures adoptées pour faire face aux conséquences socio-économiques de la guerre en Ukraine, avec notamment, me rappelle rapidement, la baisse des prix des carburants ou la limitation de la hausse des loyers, par exemple, ce genre de choses. Et il se trouve que la gauche républicaine de Catalogne a estimé que cet espionnage était trop grave, qu'elle ne pouvait pas passer par-dessus, et donc elle a décidé de voter contre la ratification, alors que sur le fond, il n'y avait pas de désaccord. Pedro Sanchez a pu faire adopter son décret-loi tout de même, en dépit du vote contre de la gauche républicaine et de l'opposition de droite, parce qu'il avait obtenu le soutien des indépendantistes catalans de droite, donc le P2CAT, et les indépendantistes basques de Bildu. D'ailleurs, on peut penser raisonnablement que ERC a voté contre parce qu'ils savaient que Sanchez avait en fait une majorité, ce qui leur permettait à eux de prendre une posture radicale vis-à-vis du gouvernement, sans pour autant mettre en danger des mesures extrêmement sociales qui parlent à leur électorat et qui leur parlent d'un point de vue idéologique. Il n'empêche que ça reste une alerte assez forte et que ça rappelle d'abord que Pedro Sanchez est relativement faible au Parlement, qu'il est extrêmement dépendant des indépendantistes catalans, et que le jour où ceux-ci décident, et rien ne dit qu'ils ne le feront pas, rien ne dit qu'ils le feront non plus, mais le jour où ces derniers décideront de retirer leur soutien, Pedro Sanchez sera en très grande difficulté. Aujourd'hui, en tout cas, le dialogue est vraiment au point mort entre l'État et les autorités catalanes. Le chef du gouvernement catalan l'a encore redit récemment, le dialogue n'avance pas et ils attendent toujours des mesures fortes. Alors, le gouvernement a quand même limogé la directrice des services de renseignement, Paz Esteban, qui était pourtant une figure extrêmement consensuelle, mais aussi respectée. Elle avait fait toute sa carrière au sein des services secrets. Elle en avait été la numéro 2 il y a quelques années, et son limogeage a vraiment beaucoup secoué les services secrets et a donné évidemment à la droite l'occasion de montrer de dénoncer encore une fois la dépendance de Pedro Sanchez aux indépendantistes. Alors, certes, il l'a remplacée par une proche de la ministre de la Défense qui est elle aussi une historique des services de renseignement, mais il n'empêche que ce scandale Pegasus a créé une forme d'instabilité et remis à jour une faiblesse politique et institutionnelle du gouvernement. La question catalane demeure en Espagne. Alors, si tu es d'accord, allons un peu plus au sud, en Andalousie, où eh bien, il va y avoir des élections régionales le 19 juin, c'est ça, le 19. Donc, deux questions. Pourquoi ce scrutin a-t-il été anticipé? Car je crois que les régionales étaient prévues en automne, en tout cas en fin d'année. Donc, première question, la raison de l'anticipation. Et la seconde, les enjeux et régionaux et nationaux de ce scrutin anticipé. Alors oui, effectivement, le 19 juin, les Andalous sont invités à renouveler leur Parlement. 8 millions d'Andalous qui doivent renouveler 109 députés pour un mandat de 4 ans. Les dernières élections avaient lieu en décembre 2018, donc effectivement, le droit électoral permettait de tenir le scrutin en gros en décembre 2022. L'Andalousie, il faut vraiment bien avoir cela en tête, ça a été pendant 40 ans le fief du Parti socialiste ouvrier espagnol. C'était vraiment son berceau, son bastion, son château fort, comme on dit au Québec. Mais voilà, en tout cas, c'est là que le PSOE, l'histoire moderne de l'Andalousie se confond presque avec l'histoire moderne du PSOE andalou. Et d'ailleurs, en 2018, le PSOE andalou a gagné les élections. Simplement, il a obtenu un résultat tellement faible, le plus mauvais résultat de son histoire à l'époque. Nous verrons ce que ça donnera le 19 juin, mais pour le moment, c'était son plus mauvais résultat, qui l'a empêché de gouverner. Le PSOE andalou a déjà gouverné en minorité, mais là, il n'avait aucune option de gouverner du fait de l'irruption de l'extrême droite. N'oublions pas également que c'est en 2018, lors de ces élections, que Vox est apparu pour la première fois dans un parlement, et c'est là que ce parti d'extrême droite a pris son envol sur la scène politique nationale. Le président andalou, Juanma Moreno, qui est donc issu du
Parti populaire, le premier président d'Andalousie issu du Parti populaire, a effectivement dissous son Parlement dans l'objectif d'organiser les élections le 19 juin, tout simplement parce qu'il n'était plus en mesure de gouverner. Il est en coalition avec Ciudadanos, le Parti libéral, mais ce gouvernement est minoritaire, il ne dispose pas de suffisamment de sièges et donc s'appuie sur l'extrême droite, sur Vox, pour disposer d'une majorité suffisante. Or, il y a eu une rupture entre Vox et le Parti populaire et Ciudadanos il y a de cela quelques mois. Et ce qui s'est passé, c'est que le nouveau secrétaire général du PSOE andalou, Juan Espadas, qui était jusqu'à assez récemment maire de Séville, avait proposé finalement une sorte de soutien au cas par cas, au nom de la responsabilité institutionnelle, dans l'objectif, entre autres, aussi d'emmener la législature le plus loin possible, donnant à lui-même, à Juan Espadas, la possibilité d'être plus connu. Il est très peu connu en dehors de Séville, à l'inverse notamment de Juanma Moreno. Et Juanma Moreno a pas vraiment saisi l'opportunité, son budget a été rejeté, donc l'Andalousie se retrouve aujourd'hui sans budget établi. Alors elle a le budget de l'année précédente, mais ça veut dire que, par exemple, une partie des fonds européens, des fonds de la relance européens qui ont été transférés, ne peuvent pas être dépensés puisqu'ils ne sont pas prévus au budget. Et de même, dans la situation économique actuelle de forte inflation, la communauté autonome ne dispose pas de l'outil budgétaire. Donc Juanma Moreno n'a rien fait pour disposer d'un budget, mais le fait de ne pas en avoir lui a donné une excuse pour dissoudre son Parlement. L'enjeu régional, il est assez simple en réalité, évidemment, c'est qui gouvernera l'Andalousie. Est-ce que les socialistes, s'appuyant sur une coalition de gauche radicale assez large qui s'appelle Pour l'Andalousie et qui réunit Podemos, la Gauche Unie et le parti d'Iñigo Errejón, Más País, ainsi que plusieurs autres petits partis, mais c'est le premier exemple de coalition imaginée par Yolanda Díaz, donc qui va vraiment s'élargir, prendre tout le spectre qui est à la gauche du PSOE, enfin, une grande partie de ce spectre. Est-ce que le PSOE, avec l'appui ou la coalition, ou en coalition avec Pour l'Andalousie, pourrait gouverner? Les sondages aujourd'hui sont très clairs, il n'existe pas de majorité pour cette alliance. Le PSOE, selon les sondages aujourd'hui, ne progresserait pas en termes de sièges ni en termes de voix, mais en plus, le Parti populaire ayant absorbé une grande majorité de l'électorat de Ciudadanos étant voué aujourd'hui à la disparition, on est sur un parti qui est en train de mourir. J'écoutais encore hier un éditorialiste de la Cadena Ser qui faisait le parallèle très intéressant entre Ciudadanos et l'UCD, le parti qui avait lancé la transition démocratique, le parti d'Adolfo Suárez, le parti centriste, qui est en fait un parti qui est en train de petit à petit de s'étioler, de disparaître des institutions et qui, dans quelques mois, dans quelques années, ne sera sans doute dans plus aucune institution ou alors de manière extrêmement résiduelle. Mais comme le Parti populaire a absorbé quasiment tout l'électorat de Ciudadanos, il sera demain le premier parti d'Andalousie, ce qui est déjà arrivé en 2012, mais à l'époque, le PSOE et la Gauche Unie avaient pu s'allier pour l'empêcher de gouverner. Et surtout, Vox est en pleine dynamique, les sondages lui attribuent entre 19 et 20% des voix, ce qui est absolument colossal. Ça s'explique par deux raisons. La première, c'est que Vox a choisi comme chef de file sa numéro 2 au Congrès des députés, qui s'appelle Macarena Olona, qui n'est pas andalouse. Alors, elle est députée d'Andalousie au Congrès, mais elle n'habite pas en Andalousie, elle habite à Madrid, mais elle s'est inscrite dans une commune andalouse pour pouvoir être candidate aux élections. Ça a fait une petite polémique parce qu'elle ne vit pas là où elle s'est inscrite. C'est comme en France, quand certains louaient des garages pour pouvoir être candidat à des élections régionales ou départementales, on est un peu sur le même procédé. Et donc, Macarena Olona, c'est vraiment l'extrême droite totalement décomplexée, qui n'hésite pas à faire des jeux de mots un peu douteux, qui n'hésite pas à avoir ses petites remarques, ses petits sourires narquois, ces taquineries profondément conservatrices, etc., vis-à-vis du consensus progressiste, pour reprendre un terme, c'est pour ça que je mets des guillemets, que moi je n'approuve pas, mais voilà, comme eux l'utilisent. Et c'est une personnalité qui est extrêmement populaire dans l'électorat de la droite radicale. Et deuxièmement, en Andalousie, le Parti socialiste était jusqu'à récemment très fort dans le monde rural, dans les petits villages, dans les petites villes assez éloignées des grandes métropoles, où vit un électorat un peu âgé, ces petits villages dont on a déjà parlé, qui se dépeuplent un peu, etc. Et Vox est en train de faire une vraie percée dans ce monde rural. Et donc l'électorat socialiste
est d'un côté tenté par l'abstention, parce qu'il n'est plus vraiment, aujourd'hui, il ne se sent plus embarqué par le projet de Pedro Sanchez, comme il ne se sentait pas embarqué il y a 4 ans par le projet porté par Susana Díaz, la chef de file socialiste. Et Juan Espadas, aujourd'hui, avec toute la bonne volonté qu'il a, mène quand même une campagne un peu fade, un peu molle, où il passe son temps à dénoncer les dangers de l'extrême droite, ce qui est quelque chose qui ne mobilise plus l'électorat aujourd'hui. Et dans le même temps, Vox, voilà, parle à cet électorat rural en parlant immigration, sécurité, dépeuplement, enfin voilà, des thématiques qui parlent à cet électorat et qui vont vraiment venir le mobiliser. Donc l'électorat socialiste est tenté par l'abstention pour une partie d'entre eux et par le vote en faveur de l'extrême droite, ce qui, on est d'accord, est un grand écart. Mais voilà, donc l'enjeu est effectivement de savoir, notamment, en fait, c'est est-ce que Vox, comme en Castille et Léon, sera tellement indispensable qu'il entrera au gouvernement? Pour le Parti populaire, en fait, les enjeux régionaux et nationaux se mêlent, hein, tu l'auras compris. C'est-à-dire, par exemple, le Parti populaire aujourd'hui a un nouveau président, Alberto Núñez Feijóo. Est-ce qu'il y a un effet Feijóo dans le vote qui donne un coup de pouce à Juanma Moreno et lui permet d'entamer un second mandat? À quel point la marque PSOE est abîmée par la gestion de la pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation, le ralentissement de l'économie, et puis voilà, l'impression finalement que le PSOE est soumis, ou du moins cède beaucoup et beaucoup trop aux indépendantistes basques et catalans. Il y a une espèce de melting pot qui fait que ces élections, elles ne donneront pas le résultat des élections qui auront lieu ensuite, des élections générales de 2023, de décembre 2023, mais elles donneront en tout cas un peu le ressenti qu'on peut attendre, voilà, comment l'électorat se sent aujourd'hui dans la situation socio-économique et politique que traverse le pays. Merci Antoine pour tous ces enseignements. Justement, tu parlais des élections générales de fin 2023, donc dans un an et demi. Et Yolanda Díaz a lancé il y a peu une plateforme politique. Peux-tu nous dire, plateforme qui apparemment suscite des tensions et au sein d'Unitas Podemos, mais également au sein du gouvernement, de la coalition gouvernementale. Peux-tu nous en parler, nous dire à quel point ce lancement de cette plateforme a créé ces tensions? Effectivement, donc Yolanda Díaz, qui avait été couronnée, on peut dire ça comme ça, chef de file d'Unidas Podemos au gouvernement par Pablo Iglesias il y a à peu près un an maintenant, a toujours laissé entendre qu'elle souhaitait créer un mouvement politique plus vaste, plus large que Unidas Podemos, qui, je le rappelle, est une coalition entre Podemos et la Gauche Unie dont elle vient elle-même. Elle n'en est plus membre, mais elle est toujours adhérente du Parti communiste, qui est la force centrale de la Gauche Unie. En l'espèce, elle a donc très récemment, c'est le journal El Periódico de España qui a révélé l'information, elle a fait enregistrer au registre des partis politiques. Il y a en Espagne, au ministère de l'Intérieur, un registre des partis politiques, et donc a fait enregistrer une plateforme dont le nom en espagnol se dit Sumar. Sumar, ça peut se traduire par, normalement, littéralement, c'est additionner. Donc l'idée, c'est additionner, rassembler, réunir, et c'est vraiment dans l'esprit de son discours qu'elle tient depuis, c'est un verbe qu'elle emploie beaucoup dans ses interviews depuis quelque temps. L'idée donc de Yolanda Díaz, d'abord, en fait, la plateforme Sumar, c'est simplement pour disposer en fait, d'un outil juridique. C'est simplement pour disposer en fait d'une structure enregistrée qui peut donc percevoir des dons, qui peut louer des salles, qui peut embaucher du personnel, parce qu'en fait aujourd'hui, alors certes elle bénéficiait de l'appui plus d'Izquierda Unida, donc de la Gauche Unie, que de Podemos, mais elle se reposait quand même sur des outils juridiques qui n'étaient pas les siens. Et pour, par exemple, les équipes qui travaillent autour d'elle, c'est principalement ses collaborateurs du ministère du Travail. Donc, il y a un moment aussi besoin de clarifier qui fait quoi, etc. Cette plateforme, pour le moment, c'est pas encore un parti. On ne parle pas d'assemblée générale fondatrice, on ne parle pas, etc. C'est vraiment juste une coquille qui permet d'organiser un processus qu'elle appelle le processus d'écoute active. En fait, c'est un processus participatif qu'elle veut lancer. Ça fait plusieurs fois qu'elle veut le lancer. Le Covid l'en a empêché, la guerre en Ukraine l'en a empêché, les élections en Castille et Léon puis en Andalousie l'en ont empêché. Mais voilà, elle veut lancer ce processus
où elle irait à la rencontre de la société civile à travers tout le territoire, à travers tous les territoires espagnols, afin de reprendre contact avec la population, de reprendre le pouls de ce que pensent les Espagnols. Elle est quand même sur une stratégie, on va dire, du Podemos originel. Alors, je vais caricaturer un peu, mais le Podemos, on va dire populiste, c'est-à-dire celui qui ne se passe plus sur un axe gauche-droite, mais sur un axe, par exemple, élite contre peuple ou dirigeant contre dirigé. Enfin voilà, elle est plus sur cet axe-là. Elle cherche vraiment à élargir son électorat par des propositions progressistes, féministes, mais surtout concrètes dans la vie des gens. On sent qu'elle est assez inspirée, par exemple, par ce que peut faire Mas Madrid, la plateforme d'Inigo Errejón et de Mónica García à Madrid, où voilà, il y a eu, qui est arrivé deuxième aux élections régionales à Madrid en mai 2021, où il y avait eu vraiment finalement, c'était une campagne qui avait été très concrète, très idéologique, avec des propositions, mais vraiment sur le quotidien des gens, comment on change le quotidien, comment on change la vie. On est vraiment sur ces idées-là. On n'est pas sur de la gestion pure, mais on est vraiment sur partir de ce que vivent les gens au quotidien pour essayer de transformer ce quotidien. On sent vraiment qu'elle est sur cette idée-là. Et il faut savoir que l'enregistrement de la plateforme Sumar n'avait pas été communiqué à la direction de Podemos. Et donc Podemos, évidemment, a assez mal vécu ça, à tel point qu'en fait, aujourd'hui, en fonction des sujets qui sont traités au sein de la coalition gouvernementale, soit Pedro Sánchez va venir négocier directement avec Yolanda Díaz, et puis on estime qu'une fois que la négociation est conclue, les deux parties du gouvernement sont d'accord, ou alors des fois, eh bien, en fait, il faut négocier avec Yolanda Díaz, qui va venir en fait représenter elle-même plus deux ministres, à savoir Alberto Garzón de la Gauche Unie et Joan Subirats, qui est le ministre de l'enseignement supérieur qui représente le parti d'Ada Colau, la maire de Barcelone. C'est un peu compliqué, il faudrait presque faire un petit schéma. Et de l'autre côté, il faut négocier avec Ione Belarra et Irene Montero, qui sont les deux ministres issus de Podemos. C'est-à-dire qu'on est presque, aujourd'hui, on est sur un gouvernement bipartite, et en fonction des sujets, on est presque aujourd'hui sur un gouvernement tripartite, et derrière ces tensions, on retrouve l'homme fort de Podemos qui n'a jamais vraiment cessé de l'être, à savoir Pablo Iglesias, qui, depuis ses nombreuses tertulias, depuis ses nombreux éditoriaux, on va dire ça, notamment à la Cadena Ser ou au journal Público ou à la télévision catalane, laisse entendre que finalement la manière dont Yolanda Díaz construit son projet est trop personnaliste, n'est pas assez démocratique, ce que je trouve personnellement quand même assez comique venant de quelqu'un qui a fait sortir de son propre parti finalement tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui pour finir élu avec des scores absolument soviétiques à la tête de son propre parti. Voilà. Donc, mais en tout cas, ces tensions aujourd'hui sont fortes au sein d'Unidas Podemos parce qu'en fait, Podemos est un parti aujourd'hui qui n'est pas à l'agonie comme les Ciudadanos, mais qui est un parti aujourd'hui en difficulté. C'est un parti qui n'est plus en dynamique, qui n'est plus en capacité d'agréger de l'électorat comme il le faisait précédemment, qui n'est plus en capacité de construire des mouvements sociaux, mais qui est plutôt obligé de s'y raccrocher. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a un peu le sentiment finalement que Podemos existe au Congrès et au gouvernement, mais plus vraiment en dehors. Et d'ailleurs, symboliquement, la coalition pour l'Andalousie, dont on parlait tout à l'heure, dont on parlait à propos des élections andalouses, le chef de file de cette coalition, ce n'est pas un responsable de Podemos, et il n'y a pas le terme Podemos dans cette coalition. Voilà. Pour d'autres raisons juridiques aussi qui font que Podemos ne s'est pas enregistré à temps dans la coalition, mais au-delà de ça, le parti aujourd'hui n'a plus la capacité à s'imposer face aux autres forces de l'espace de la gauche radicale et progressiste. Et ça, c'est aussi un symbole que ce parti est aujourd'hui en perte de dynamique, et il a la crainte que Yolanda Díaz, en allant chercher aussi, j'en ai parlé, Mónica García de Mas Madrid, Compromís et Mónica Oltra dans le Pays Valencien, ou d'autres structures, ou Ada Colau à Barcelone, arrivent finalement à construire une alliance dans laquelle ils seront, parce que s'ils sont en dehors, ils perdront encore plus, mais où ils ne joueront plus le premier rôle. Et donc ce parti est en train de se rendre compte qu'il est en train de descendre doucement mais sûrement en deuxième division, et c'est quelque chose qui est très difficile à admettre pour un parti qui, ne l'oublions pas, il y a 7 ans, n'a pas été très loin de réaliser le sorpasso au Parti socialiste. Et donc c'est aussi quelque part
la fin d'un cycle, puisque la disparition à venir de Ciudadanos et la perte de dynamique de Podemos montrent bien que les deux partis émergents qui a amené une nouvelle politique, eh bien, n'ont pas réussi non seulement à supplanter les deux grands partis, mais les deux grands partis sont encore là, ils sont à 55-60% d'intention de vote dans les sondages, et que c'est en revanche les deux nouveaux partis, eux, sont clairement aujourd'hui dans une situation beaucoup plus délicate. Merci. Donc, pour le coup, affaire à suivre. Restons à Madrid, mais là au niveau géographique et pas gouvernement national. Euh, Isabel Díaz Ayuso a été élue présidente du PP, du Parti populaire de Madrid, avec un score là plus que stalinien, 99% des voix. Du coup, également de questions, enfin une question autour de cette étoile montante qui est donc présentée comme l'étoile montante du PP, de la droite conservatrice. Quels sont ses objectifs stratégiques dorénavant? Certes, Isabel Díaz Ayuso a réalisé un score historiquement haut. Alors, ne nous cachons pas, le Parti populaire est un parti, on en a déjà parlé plusieurs fois, extrêmement monolithique, et donc, vu en plus l'aura qu'elle a acquis grâce aux élections du 4 mai 2021, il était évident qu'elle réaliserait un score. C'est une rockstar au sein du Parti populaire, hein, Isabel Díaz Ayuso, à l'applaudimètre au Congrès national du mois d'avril dernier. C'est elle qui a remporté tous les suffrages. Elle est adulée au sein du parti et au sein de l'électorat libéral et conservateur par cette manière de porter un discours totalement décomplexé, de droite absolument revendiquée, et vraiment cette politique très libérale. Alors c'est étonnant parce qu'elle revendique des services publics de qualité, et en même temps elle passe son temps à expliquer qu'il faut baisser les impôts. Et très récemment, elle a encore annoncé la plus grande baisse d'impôts de l'histoire de Madrid, et en même temps elle demande des milliards au gouvernement parce que l'électricité étant trop chère, on n'arrive pas à faire tourner les métros dans le métro de Madrid. Mais voilà, Isabel Díaz Ayuso a donc réussi ce résultat. Elle a purgé l'appareil du parti des soutiens de Pablo Casado, et elle s'est vraiment créé une direction à sa main qui lui permettra de contrôler vraiment le parti et de contrôler notamment la constitution des candidatures électorales pour les élections de 2023. L'objectif d'Isabel Díaz Ayuso aux élections de mai 2023, puisque je rappelle qu'il y a eu des élections en mai 2021, mais l'Assemblée qui a été élue ne fait que terminer, c'est dans le statut d'autonomie, le mandat de l'Assemblée précédemment élue. Et donc, comme l'Assemblée précédemment élue aux élections normales, c'était en mai 2019, 4 ans plus tard, ça nous amène bien à mai 2023. Son objectif, c'est la majorité absolue. Aujourd'hui, il lui manque 4 sièges pour gouverner sans aucun soutien. Là, actuellement, elle peut disposer de l'abstention de Vox, ça suffit, mais elle veut absolument être gouvernée seule, comme le Parti populaire l'a fait dans la Communauté de Madrid entre 1995 et 2015. Et c'est d'ailleurs un peu l'objectif que lui a assigné Alberto Núñez Feijóo en conclusion du congrès du PP de Madrid. Maintenant, va chercher les sièges qui te manquent, va chercher la majorité absolue. Pour cela, elle a besoin d'aller conquérir un électorat qui lui fait défaut encore aujourd'hui, c'est l'électorat de la banlieue rouge. Parce qu'il y a à Madrid une banlieue rouge, ce sont les communes du sud de la ville. J'ai envie de dire, géographiquement, c'est pas très étonnant. Les travailleurs sont au sud, le travail et la richesse sont au nord. Et donc, ces communes du sud, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Getafe, Rivas Vacia Madrid, sont des bastions de la gauche. Alors, il est arrivé parfois que, notamment après la crise de 2008, etc., la droite arrive à prendre quelques mairies, mais dans l'ensemble, ça reste un fief de la gauche. Et aux élections de mai 2021, la gauche est arrivée en tête dans ces bastions. Alors, avec des scores de 52, 53, 54, pas des scores mirobolants pour ces châteaux forts de gauche. Mais il n'empêche que Isabel Díaz Ayuso, c'est là qu'elle veut aller chercher les sièges qui lui manquent pour sa majorité absolue. Et d'ailleurs, quitte à aller chercher les sièges et quitte à aller chercher cet électorat, l'idée c'est de prendre les mairies qui vont avec. Son secrétaire général, Alfonso Serrano, l'a dit dès le lendemain du congrès. Notre objectif, c'est de transmettre la dynamique des élections de mai 2021 aux élections municipales de 2023. Donc, il y a une vraie volonté d'aller chercher cet électorat populaire
ouvrier, parce qu'il y a encore un électorat ouvrier assez fort dans ces territoires-là. Et le Parti socialiste, aujourd'hui, se repose un peu trop facilement sur ces bastions, parce qu'il y a une forme d'inertie, et Isabel Díaz Ayuso l'a bien compris, et elle va essayer d'aller chercher avec un discours très libéral. C'est ça qui est étonnant, parce qu'on comprend, mais elle a un discours de droite assez conservatrice, où elle défend finalement notamment le travail, le mérite, l'effort, et c'est avec ça qu'elle va aller chercher cet électorat, là où le Parti socialiste va plus parler évidemment d'égalité, d'égalité des chances, etc. Mais elle a vraiment ce discours très libéral qui met le travail au centre de tout, et notamment elle a aussi un discours anti-féministe n'est pas le bon mot, mais un discours très critique du féminisme progressiste, où elle dit par exemple, en gros, on n'a pas besoin que le gouvernement dise aux femmes comment elles doivent se comporter pour vivre l'égalité, l'important c'est que les femmes soient libres, c'est-à-dire vraiment son mantra, c'est la liberté. Elle est presque libertarienne en fait dans sa manière de concevoir la société et de concevoir la politique, et c'est comme ça qu'elle va essayer d'aller chercher cet électorat et de consolider son bastion madrilène. Alors très clairement aujourd'hui, elle reste une figure nationale, mais la manière dont Alberto Núñez Feijóo a repris en main le parti et la communication du Parti populaire au niveau national a quelque peu désactivé Isabel Díaz Ayuso, c'est-à-dire que elle prend moins d'espace au niveau national, mais finalement, elle est un complément. Je ne sais plus quel journal parlait des deux âmes du Parti populaire. On a un Alberto Núñez Feijóo, on en avait déjà parlé, très affable, posé, modéré. Il peut avoir des idées de droite vraiment assumées, mais il a un discours pondéré, il prend une posture, voilà, presque centriste quelque part, centriste gestionnaire, notamment très sérieux sur la question de l'économie, de la fiscalité, de la gestion de la dépense publique. Et de l'autre côté, on va avoir ce discours très libéral d'Isabel Díaz Ayuso, et c'est ces deux jambes sur lesquelles le PP veut avancer, enjamber les prochaines élections, et évidemment accéder au pouvoir en 2023. Merci Antoine. Dernière question qui peut paraître, mais qui ne l'est pas folklorique, mais pas du tout. L'ancien roi Juan Carlos a fait un retour bref, rapide en Espagne, mais très remarqué. Donc j'aimerais t'interroger sur la réaction de la classe politique, mais aussi de l'opinion publique. En effet, le retour de Juan Carlos n'a pas été discret, contrairement à ce qui était prévu initialement, et c'est le moins qu'on puisse dire. Je rappelle que Juan Carlos est depuis bientôt 2 ans volontairement exilé dans la très agréable démocratie d'Abu Dhabi, où il vit désormais. Il a décidé d'en faire sa résidence permanente. Il faut savoir qu'il était parti alors que les scandales s'accumulaient autour de lui. Notamment, il aurait touché une commission de plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il avait placé sur un compte en Suisse, qu'il avait mis au nom de sa maîtresse. Et donc, évidemment, on parle de fraude fiscale, on parle de corruption, on est aussi sur des frasques, puisque voilà, on a un roi qui finalement avait confié à sa maîtresse alors qu'il était encore monarque et qu'il est encore marié à la reine Sofia d'Espagne. Donc tout ça a fait que le roi est parti, aussi en accord avec son fils Felipe VI, qui a besoin de redorer l'image d'une monarchie qui a été très abîmée à la fin des années 2010. Si on remonte à cette période, notamment à l'époque de la grave crise économique, on est monté jusqu'à 25% de chômage en Espagne, avec des jeunes qui quittaient le pays parce qu'ils ne trouvaient pas de travail. Et un jour, qu'est-ce qu'on apprend? Que le roi Juan Carlos est parti au Botswana faire une chasse privée avec sa maîtresse, qu'il s'est cassé le genou, qu'il a été rapatrié aux frais de l'État, bien évidemment, puisque c'est le souverain. Et voilà, ça avait vraiment terni très fort son image. Assez récemment, il avait pris contact avec son fils en disant qu'il souhaitait venir le voir et qu'il avait l'intention de revenir en Espagne quelques jours, notamment pour assister à une régate. Le roi est un amateur de voile, il est même lui-même pratiquant de la voile en mer. Et donc c'était en Galice, et à l'issue de cette régate, il souhaitait passer au palais de la Zarzuela, où réside son fils, pour voir son fils, ses petites filles, bien évidemment, Léonore et
Bon, ben, je ne me rappelle plus du nom de l'autre, mais voilà, c'est pas, je n'ai rien contre elle, bien évidemment. Mais voilà, c'est ces deux petites filles, et puis même son ex-femme, voire éventuellement, enfin son ex-femme. Ils sont toujours mariés avec la reine Sophia, mais de fait, lui était à Abu Dhabi, elle non. Bon voilà, concrètement, quand ça fait 2 ans qu'on ne vit plus avec sa conjointe, on peut raisonnablement dire son ex-femme sans abuser du terme. Mais quand il est arrivé en Galice, alors l'organisateur de la régate s'est dit, quitte à ce que le roi soit là, autant faire la pub pour faire venir du public. Donc, mais il était convenu normalement que le roi fasse une visite discrète. Et ça a été, il a fait des bains de foule, il a répondu à la presse, etc., avant d'aller voir son fils. La classe politique a réagi de manière assez diverse. Le gouvernement a été assez critique de la manière dont la visite s'est passée. Après, l'accord était de dire que c'était une visite privée d'un ancien chef de l'État qui n'est plus en responsabilité, et donc le gouvernement n'a pas à juger. Mais il a très mal pris la manière dont le roi a fait son show, quelque part, l'ancien roi, pendant le roi émérite, a fait son show pendant cette visite. La droite a estimé que l'ancien roi était bien libre de faire ce qu'il voulait, la droite ayant tendance parfois un peu à s'approprier l'institution monarchique pour dénoncer l'accommodement de Sanchez avec les indépendantistes basques et catalans qui sont profondément républicains. Évidemment, Podemos, qui est anti-monarchiste, qui défend une république confédérale et plurinationale, est parti et monté dans les grands tours en disant que le problème n'était pas Juan Carlos, mais la monarchie, qu'il fallait passer à la république. Des postures finalement assez classiques, mais surtout vraiment il y a eu un moment, alors ce sont 2 mots, peut-être que 2 mots, mais qui ont vraiment, je pense, mis l'accent sur, 1, la déconnexion totale de Juan Carlos avec le problème qu'il est, et 2, qui ont, je pense, mis en difficulté son fils. Un journaliste, lui a demandé, juste avant son départ de Galice, est-ce qu'il allait donner des explications à son fils ? Sous-entendu, explications par rapport à la fraude fiscale, la corruption, etc., puisque finalement, il ne s'est jamais expliqué sur ces sujets. Et l'ancien roi a répondu, mais quelles explications ? Et là, ça montre vraiment d'abord que pour lui, il n'y a rien à dire, que ce qu'il a fait n'est pas répréhensible, alors qu'il a failli être poursuivi, mais il bénéficie d'une inviolabilité, donc le parquet a été obligé de classer l'affaire puisqu'il ne peut pas enquêter sur lui. Et surtout, ça fait depuis 8 ans maintenant que son fils essaye de faire de l'institution monarchique une institution plus humble, plus transparente, plus éthique. Il ne sera jamais élu, il ne sera jamais un président de la République, Felipe VI, mais il essaie vraiment de la mettre au maximum de ce qu'est la démocratie. Et avec ce discours, finalement, Juan Carlos donne un peu l'explication que la monarchie n'a pas de compte à rendre, que la monarchie fait ce qu'elle veut avec son argent et avec l'argent des autres. Et c'est vraiment ne pas rendre service à son fils et à l'institution monarchique pour que de tenir ce genre de discours. Donc aujourd'hui, le roi est reparti, il a dit qu'il aimerait bien peut-être revenir, m'est avis que si un jour il revient, il y aura des accords beaucoup plus drastiques quant à la manière dont il doit se comporter. C'est un peu particulier parce qu'en fait, il a le droit de revenir puisqu'il n'est pas poursuivi en justice, mais malgré tout, s'il reste assez populaire dans une partie de l'opinion, soit parce que l'opinion est monarchiste, soit parce qu'elle lui est ségrée d'avoir fait la transition vers la démocratie, il n'empêche qu'il reste aujourd'hui globalement impopulaire et il est un peu désormais un étranger dans son propre pays. Antoine, une fois encore, merci pour toujours tes analyses riches et fournies. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire un point, mais certainement après les régionales andalouses, donc après le 19 juin, et de voir aussi comment évoluer la plateforme de Yolanda Díaz et ses répercussions au niveau, enfin surtout au sein de Unidas Podemos, mais aussi de la coalition gouvernementale. Antoine, un grand merci, et donc à très bientôt. Merci à toi, Alexandre. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.